Maintenant, nous passons à l'instrumentalisation du patrimoine, bien sûr, mais pas au niveau des procédures collectives. Et le professeur Philippe Roussel-Gall, qui ne sait pas si ce que je dis est juste d'ailleurs, il a raison, va nous promener entre technique et détournement. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous d'abord, et puis d'abord, merci aux organisateurs de ce beau colloque pardon, de m'avoir invité. C'est pas moi, ça. De m'avoir invité et d'avoir aussi accepté mes impératifs horaires, parce que je vais être obligé de repartir en début d'après-midi, et je vous prie de m'en excuser. Alors, je peux parler sans micro, ou il faut que je garde le micro pour... Il faut que je le garde, ben tant pis. Alors, je dois donc vous parler d'instrumentalisation du patrimoine et des procédures collectives. Alors, pour tout vous dire, en réalité, je devais intervenir en début d'après-midi, donc plutôt sur la partie contournement. Puis je ne pouvais pas pour des impératifs de train, donc j'interviens en fin de matinée sur la partie technique. Bon, c'est effectivement la liaison, puisque vous allez voir, je vais commencer par parler de technique et je finirai par contournement. Et comme ça, on aura fait le début, la fin, et on aura même peut-être déjeuné au passage. Alors, le mot instrumentalisation est à lui seul tout un programme. J'y réfléchissais hier, et puis je me disais, il est, comme le disait le doyen Leroy tout à l'heure, il est souvent utilisé dans une approche négative, péjorative. Mais on peut aussi l'utiliser de manière neutre, par référence à la notion d'instrument, et là, on est plus dans notre domaine juridique. Appliqué à notre problématique, le sujet est d'autant plus intéressant que le droit des procédures collectives, et on l'oublie souvent aujourd'hui, a d'abord comme première finalité le traitement du patrimoine. C'est d'ailleurs assez paradoxal d'imaginer que la porte d'entrée de la procédure collective, cela reste une personne, le débiteur, alors qu'en réalité, à travers lui, c'est son patrimoine qui est visé. Le champ d'application des procédures collectives reste un champ d'application rationné personae, mais dès que la procédure est ouverte, la personne passe au second plan et c'est donc son patrimoine qui est l'objet de son attention. C'est mieux quand même, c'est beaucoup plus agréable. Encore faudrait-il s'entendre sur la notion de patrimoine. Parce que le patrimoine du débiteur, ce n'est pas seulement son actif corporel, incorporel, mais c'est aussi plus que jamais en droit des procédures collectives, son activité, son contrat, ses salariés. Bref, derrière le débiteur dans un premier plan, son patrimoine dans un deuxième temps, on trouve en réalité une valeur globale qu'il convient de préserver, de conserver. Et en définitive, tant qu'il reste des chances de redressement, de sauvegarde, eh bien, ce n'est pas le débiteur qui pose problème, ce n'est pas son patrimoine, mais c'est son activité qui prévaut. Et la protection du patrimoine par la procédure collective, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit dans un premier temps, a en réalité pour seul objectif de conserver l'activité. En ce sens, eh bien, comme souvent dans notre domaine, il me semble que nous avons une approche peut-être novatrice, parce qu'elle est d'abord économique et qu'elle vient en quelque sorte contourner, aménager le droit. Et la notion de patrimoine, dans le sens classique du terme, ne retrouve en réalité son intérêt qu'en cas de liquidation judiciaire, puisqu'alors, a priori, sauf cession, il n'y a plus d'activité et ne subsiste donc que des actifs. On est dans un domaine relativement classique. Si on revient donc à cette conception classique du patrimoine, eh bien on observe que, comme souvent, les procédures collectives vont subir de plein fouet cette instrumentalisation. On accuse toujours les procédures collectives d'être impérialistes, d'être pragmatiques, enfin de tous les noms. Eh bien non, on va essentiellement subir cette instrumentalisation et ça nous permettra de parler de technique. Mais tout de même, les procédures collectives vont se défendre parce qu'elles vont, si nécessaire, s'il y a des abus, si cette instrumentalisation va trop loin, eh bien, la remettre en cause par différentes techniques. Alors, je vous le disais, premier point, les procédures collectives subissent l'épreuve de l'instrumentalisation du patrimoine. Alors, je ne sais pas, instrumentalisation de l'utilisation de techniques juridiques, en tout cas, et comme je venais de le dire, en réalité, notre procédure collective, elle appréhende le patrimoine à travers la personne qui en est le propriétaire. Si on veut protéger ce patrimoine, eh bien c'est simple, il suffit de
le répartir entre plusieurs propriétaires, entre plusieurs personnes, ou alors de mettre à l'abri une partie de ce patrimoine du débiteur, de le mettre à l'abri de la procédure collective. Alors, comment d'abord le répartir, le diviser entre plusieurs personnes? C'est simple, c'est d'une simplicité biblique, je ne vais rien vous apprendre. La première technique, de loin la plus répandue, consiste tout simplement à constituer une société. Alors on évitera bien sûr de faire des sociétés à responsabilité illimitée, mais là je renvoie à mon amie collègue Catherine Vincent qui vous en parlera cet après-midi. Mais sous cette réserve, eh bien, il suffit de constituer des sociétés, de leur allouer un patrimoine pour que la procédure collective appréhende le patrimoine de la société, tout son patrimoine, mais rien que son patrimoine, sans seulement effleurer le patrimoine des associés ou des actionnaires. Alors je ne vais pas m'étendre sur la technique, mais deux observations tout de même, l'une sur les groupes de sociétés, l'autre sur le URL. Les groupes de sociétés, quand on y réfléchit, après le droit fiscal et peut-être le droit comptable, c'est bien le droit des procédures collectives qui s'y intéresse le plus. Pourquoi? Parce que la procédure collective, elle est très ennuyée face aux groupes de sociétés. Elle appréhende la société, le groupe, pardon, société par société. Mais il sent bien que ça ne fonctionne pas. On est trop pragmatique, ça ne marche pas, société par société. Et on a des preuves d'ailleurs dans nos textes. Le règlement européen 1346-2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d'insolvabilité devrait demain appréhender, j'allais dire officiellement, expressément les groupes de société. Pourquoi? Parce que sans remettre en cause la personnalité de chaque membre, donc sans remettre en cause cette distribution de patrimoine, eh bien, elle va prévoir une coopération entre les syndics, une coopération entre les juges qui auront ouvert différentes procédures dans différents États membres. Ce qui est bien une façon de dire d'accord, ce sont des entités distinctes, ce sont des patrimoines distincts, mais quand même, on va coordonner le traitement. Et puis en droit interne, nous avons la toute récente ordonnance du 12 mars 2014 qui prévoit dans des groupes de sociétés, donc franco-français, eh bien, la possibilité de désigner des administrateurs et mandataires judiciaires coordonnateurs dans les groupes de sociétés. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit tantôt de mieux sauvegarder le groupe, et c'est amusant puisque le groupe n'existe pas en droit, enfin, n'a pas la personnalité juridique en tout cas, mais on va quand même l'appréhender pour mieux le sauvegarder tout en respectant les personnalités de chaque membre du groupe, ou alors il s'agira de mieux le liquider, ou surtout de mieux répartir entre les créanciers. Donc, en droit interne, comme en droit européen, la personnalité de chaque membre du groupe et de son patrimoine reste strictement respectée, c'est très clair. Et puis, nous avons d'ailleurs un arrêt de la Chambre commerciale du 26 juin 2007 qui avait été rendu sous votre présidence, Monsieur le Président, donc je me garderai bien de le critiquer. Et je ne me permettrai pas. Non, mais celui-là, j'aime bien. Je peux pas, je l'aime bien. Alors, dans cette décision, eh bien, vous aviez jugé que dans un groupe de sociétés, les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde doivent s'apprécier société par société. Alors, je ne veux pas trop développer, mais c'est vrai que ça a heurté un petit peu. C'était 2006, 2007, on a une procédure de sauvegarde, vous savez, c'est pour des entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements. Elles ne vont pas bien, mais elles ne vont pas trop mal quand même. Et on a une filiale qui dit, ben moi, je veux une sauvegarde dans un groupe qui potentiellement va bien. Et évidemment, je crois que c'est les assureurs crédits en l'espèce, disaient non mais attendez, vous plaisantez, vous n'allez pas bénéficier de la procédure de sauvegarde pour une filiale alors que tout le groupe va très bien. Il faut appréhender au niveau du groupe. La Chambre commerciale de la Cour de cassation répond de façon très classique, si je puis dire, et orthodoxe. Attendez, on apprécie société par société jusqu'à preuve du contraire. Alors je vous disais à l'opposé du groupe de société, un mot sur le URL. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la technique juridique, on parlait tout à l'heure, ma collègue partait tout à l'heure de l'EIRL. Mais le URL, c'est quoi? Eh bien, ça permet à une personne de diviser son patrimoine, de le répartir entre plusieurs personnes qui vont détenir chacune un patrimoine. Simplement, dans le URL, eh bien, on aura une personnalité juridique alors qu'on ne l'a pas dans l'EIRL. Mais quand on y réfléchit, il y a déjà bien là quelque chose d'artificiel. Le juriste a du mal à comprendre ce genre de choses. L'économiste, ça ne le gêne pas du tout. On va avoir une personne qui aura plusieurs patrimoines, plusieurs sociétés détenant chacune un patrimoine. Si on en vient quand même à l'EIRL, parce que je ne peux pas ne pas en parler, en parlant de l'instrumentalisation du patrimoine et des procédures collectives,
ça n'est qu'un artifice juridique supplémentaire qui permet à une personne d'avoir plusieurs patrimoines. Simplement, cette fois-ci, eh bien, il n'y a plus de personnalité juridique, il n'y a plus de personnalité morale. Alors certains, paraîtrait-il, veulent en créer, mais pas tout à fait. Ça serait des pro-personnalités morales, je ne sais pas trop. Bon, il faut faire attention, hein, parce que si on va trop loin, ça va plus être des EIRL, ça va être des EURL. Alors bon, on va se marcher sur les pieds, mais ce n'est pas très grave. Alors, le législateur, d'ailleurs, des procédures collectives ne s'y est pas trompé. Puisque quand il a fallu adapter le livre 6 du Code de commerce à l'EIRL, eh bien, il a fait très exactement comme si l'EIRL était une société, comme s'il avait la personnalité morale. Pour preuve, c'est amusant, l'entrepreneur individuel qui est en EIRL peut subir, si j'ose dire, une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs sur son patrimoine non affecté, comme le dirigeant d'une société, alors que l'entrepreneur individuel, on ne le poursuit jamais en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Quoi qu'il en soit, ces techniques vont permettre de limiter l'emprise de la procédure collective parce que ça marche. Cette emprise de la procédure collective sera limitée à une partie du patrimoine appartenant à une société du groupe simplement et non au groupe ou appartenant à une seule personne physique. Et puis, à côté de ces techniques qui consistent à diviser le patrimoine, je vais pas trouver d'autres expressions, le diviser, le répartir, si j'ose dire, pour tenter de le faire échapper à une procédure collective, d'autres techniques, vous disais-je, vont avoir pour objet de réduire le patrimoine du débiteur, ou plutôt d'éviter que tout le patrimoine du débiteur soit appréhendé par la procédure collective. Alors, l'une des techniques qui est aujourd'hui bien connue et qui est de loin la plus efficace, et je ne comprends pas qu'elle ne soit pas devenue une technique légale, c'est la déclaration d'insaisissabilité. Pourquoi aller chercher midi à 14h? On monte des EIRL, toutes sortes de systèmes. Alors, toute la doctrine dit c'est trop compliqué. L'EIRL, pour preuve, je ne sais pas si ça fonctionne, mais en droit des procédures collectives, il n'y a jamais eu le décret d'application durant le livre 6. Il est sorti là, dans le décret du 30 juin 2014, mais jusque-là, il n'y avait aucune disposition réglementaire d'application en cas de faillite. C'était peut-être que les EIRL fonctionnaient très bien et ne tombaient jamais en faillite. Mais bon. Eh bien, l'une des techniques les plus simples pour écarter, pour protéger plutôt une partie de son patrimoine, c'est bien la déclaration d'insaisissabilité, puisqu'une fois qu'un immeuble est déclaré insaisissable, eh bien, il ne peut plus être appréhendé par le liquidateur. Alors, la Cour de cassation nous a d'ailleurs dit assez récemment que cette déclaration d'insaisissabilité résistait à la liquidation judiciaire. Alors, une partie de la doctrine était étonné, je disais à chaque fois, si elle ne résiste pas à la liquidation judiciaire, c'est un peu gênant parce qu'elle ne sert plus à rien du tout. Donc il faut quand même respecter un peu l'utilité des textes créés par le législateur. Alors la Cour de cassation est ensuite allée un peu trop loin, ce n'était pas sous votre présidence, donc je peux critiquer, elle est allée un peu trop loin en décidant que le liquidateur n'avait pas qualité pour exercer une action polienne. Alors ça rendait notre déclaration d'insaisissabilité d'une efficacité redoutable, puisqu'on pouvait la faire quasiment 15 jours avant l'ouverture de la procédure collective, et la procédure collective eh bien, ne pouvait rien faire, le liquidateur ne pouvait rien faire. J'attends de voir si les créanciers peuvent faire quelque chose. Alors, l'ordonnance, j'y reviendrai tout à l'heure, du 12 mars 2014 est venue un petit peu recadrer cette anomalie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais toujours est-il que nous avons une déclaration d'insaisissabilité extrêmement simple, extrêmement efficace, qui va permettre d'écarter une partie non négligeable. L'immeuble ou les immeubles privés, c'est souvent l'actif ou les actifs principaux de l'entrepreneur, personne physique, eh bien, ils ne seront pas appréhendés par la procédure collective. Alors, dans les autres techniques, eh bien, on a bien sûr, je ne m'étendrai pas, je les citerai, on a bien sûr la fiducie. Vous aurez Reinhard Daman cet après-midi, je serais étonné qu'il ne vous parle pas un peu de fiducie. Eh bien, vous aurez la fiducie. La fiducie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technique qui va permettre d'isoler une partie du patrimoine du débiteur et appliquer au droit des procédures collectives. C'est extrêmement simple. Cette partie n'étant plus dans le patrimoine du débiteur, eh bien, elle ne sera pas appréhendée par la procédure collective. Simplement, eh bien, pendant le redressement judiciaire ou pendant la sauvegarde, le créancier ne pourra pas réaliser sa sûreté, mais après, il la réalisera tellement bien qu'il sera hors concours, hors concurrence, c'est-à-dire qu'il va primer même l'AGS, le super privilège. C'est le top dans une procédure aujourd'hui, c'est d'avoir une sûreté qui permet d'échapper à la procédure. On pourrait évoquer brièvement également dans les techniques tout ce qui est à sûreté propriété avec les droits de rétention qui deviennent d'une efficacité redoutable. L'ordonnance de 2014 vient d'ailleurs
de prendre acte de cette efficacité des droits de rétention en liquidation judiciaire par un changement de formule, ça ne change rien sur le fond, mais qui vont permettre à des créanciers, à travers certaines sûretés, des sûretés d'ailleurs assez frustres, quoi qu'on en dise, mais d'avoir une partie ou d'obtenir une partie du patrimoine. Toutes ces techniques sont légales, il n'y a rien à en dire, et c'est véritablement une instrumentalisation qui malmène considérablement le droit des procédures collectives. Je reviens un petit peu en arrière, mais quand la fiducie avait été mise en place, il est étonnant qu'elle n'ait pas, au moins dans les premiers mois, fonctionné un peu plus, parce que l'adaptation au droit des procédures collectives n'était pas vraiment faite, et en réalité, le créancier pouvait réaliser sa fiducie le jour de l'ouverture de la sauvegarde ou du redressement judiciaire. Alors, il a fallu changer les choses très rapidement, puisqu'il n'y avait plus de procédure collective de sauvetage des entreprises. Et puis, un petit mot également, pour terminer sur toutes ces techniques qu'on rencontre en droit des procédures collectives. On a parlé ce matin du mariage. Eh bien, le mariage, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup en procédure collective. Pourquoi ? Parce que la procédure collective va appréhender, bien sûr, les biens propres du débiteur, mais également les biens communs. Et là aussi, il y a une méthode extrêmement simple. Pour éviter cela, c'est très simple. Ne vous mariez pas, ou si vous êtes marié, divorcez rapidement et adoptez un régime séparatiste. Mais surtout, si vous êtes marié à un commerçant individuel, eh bien, je le dis toujours, le droit des faillites n'aime pas le mariage. Il faut soit se marier et être en régime séparatiste, soit rapidement divorcer pour séparer les biens. Rapidement, mais pas trop avant la procédure. Hein. Alors, là, on arrive dans mon développement, vous voyez, à la phase déjeuner. Je passe donc l'après-midi, puisque nous avons déjeuné. Et nous sommes en début d'après-midi pour parler de contournement, l'instrumentalisation du patrimoine à l'épreuve des procédures collectives. Parce que les procédures collectives vont tout de même un peu se défendre face à toutes ces techniques. Je vais aller rapidement parce que là aussi, ce sont des techniques assez simples et assez connues. Alors, le droit des procédures collectives va essayer de corriger quelques abus, soit en reconstituant le patrimoine, soit par le jeu des actions en responsabilité, tout simplement. En reconstituant le patrimoine, eh bien, on a divers types, diverses méthodes, d'une part des nullités, d'autre part la technique de la confusion de patrimoine. Alors les nullités, ça va très vite. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à la nullité, c'est-à-dire à remettre en cause purement et simplement une technique, c'est qu'elle était pratiquement abusive, voire frauduleuse. C'est bien sûr la nullité de certaines sûretés ou de la fiducie, lorsqu'elle a été prise pendant la période suspecte pour garantir une dette antérieure à la sûreté. Pas grand-chose à dire, on est dans l'abus. C'est aussi la nullité de droit de la déclaration d'insaisissabilité dont je vous parlais tout à l'heure, qui est d'ailleurs revenue renforcer la déclaration d'insaisissabilité de manière paradoxale, parce qu'aujourd'hui, certes, elle est nulle de plein droit si elle a été faite pendant la période suspecte, peut être annulée si elle a été faite 6 mois avant la date de cessation des paiements, mais ça veut dire que la jurisprudence qui interdisait aux liquidateurs d'aller sur le terrain de l'action polienne, eh bien, elle est confirmée définitivement, me semble-t-il, parce qu'il n'y a plus aucune raison, maintenant que le législateur est passé par là, de revenir sur une jurisprudence qui avait interdit aux liquidateurs d'agir. Bon, déclaration d'insaisissabilité nulle parce qu'elle est faite dans la période suspecte, rien d'anormal. On pourrait évoquer brièvement les nullités des garanties en cas de soutien abusif. Je n'ose même pas le dire. Pourquoi ? Parce que c'est l'article L650-1, vous savez, qui dit en cas d'action en soutien abusif, alors déjà il faut qu'il y ait une faute, c'est déjà compliqué. Après, vous savez, il y a 3 cas, fraude, immixtion caractérisée, sûreté disproportionnée. Et si on arrive au bout, eh bien, le tribunal pourra annuler certaines garanties. Je ne sais pas si on peut en parler, moi j'ai jamais vu dans la pratique. Ça se fera jamais, c'est un truc pour rassurer le Conseil constitutionnel. Sinon, on aurait été en irresponsabilité totale et ça n'aurait pas plu. Alors, il y a une autre technique, chère au président Tricourt, c'est la confusion de patrimoine. Et là, on est dans une technique à la fois beaucoup plus violente. C'est l'arme atomique. Hein. N'est-ce pas ? Tout à fait. Merci. C'est l'arme atomique. Alors, pourquoi ? Parce que, ne nous trompons pas, si on arrive à démontrer qu'il y a confusion de patrimoine, in fine, le résultat est simple. Là, je ne sais pas s'il y a un ou des patrimoines. Nous avons un débat depuis des années pour savoir s'il faut mettre confusion de patrimoine avec un S à patrimoine ou sans S. Bon,
Je ne sais pas, monsieur le président Tricot met un S et pas moi. Mais bon, des fois je doute. Mais bon, peu importe. Mais ce qui est certain, un ou plusieurs patrimoines, tous les patrimoines vont être traités dans la même procédure. Alors les personnalités morales, nous a dit la Cour de cassation, subsistent. C'est fort bien. Pourquoi détruire les personnalités morales? Le droit des procédures collectives, ça ne gêne absolument pas que les personnalités morales subsistent. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va traiter l'actif et le passif des deux sociétés ou des deux personnes physiques dans la même procédure. En d'autres termes, la personne morale subsiste, mais l'écran qu'elle pouvait faire entre les patrimoines disparaît purement et simplement. Alors évidemment, la Cour de cassation a largement encadré les critères qui permettent de prononcer la confusion de patrimoine. Au début, on parlait de flux financiers anormaux. Moi, je dis toujours aux étudiants en particulier, des flux financiers très, très anormaux. Quand on voit la jurisprudence, c'est pas simplement un petit échange. Hein. Il faut vraiment... Ou alors une imbrication, c'est plus pour les personnes physiques ou les toutes petites sociétés, actifs, passifs, une imbrication des comptes telle que l'on ne parvient plus à déterminer l'actif et le passif respectif des personnes. Alors, on n'est pas dans une sanction. Il faut bien le préciser. On est dans un mécanisme correcteur. Philippe Pétel disait quelque chose de remarquable là-dessus. Il disait que c'est un mécanisme correcteur. Et comme tout mécanisme correcteur, il doit être utilisé de manière exceptionnelle, sinon il devient un mécanisme destructeur. Si demain on utilise la confusion de patrimoine et que ça marche à tous les coups, c'est plus la peine de faire des groupes de sociétés. Par contre, quand il y a un abus, quand la ligne rouge a été dépassée, eh bien, ça peut être utilisé. Ça n'est d'autant moins une sanction que, pour preuve, l'ordonnance de 2014 vient de permettre au débiteur lui-même d'agir en confusion de patrimoine. Alors ça a fait beaucoup couler d'encre déjà, en disant mais c'est bizarre que le débiteur puisse lui-même demander la confusion de patrimoine, mais il y a une raison très simple, la filiale par exemple, elle peut très bien avoir subi la confusion de patrimoine, ou pourquoi pas l'épouse, l'époux, puisqu'on en a beaucoup parlé, ou l'ex-épouse, l'ex-époux, je ne sais pas si c'était le but, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a ce mécanisme qui va permettre de... Alors le problème, c'est que ce mécanisme, on en parle beaucoup, on écrit beaucoup, mais ça donne quand même des résultats faibles, parce que les actions en confusion de patrimoine qui ont abouti, depuis Metal Europe, la jurisprudence a quand même mis un stop net aux confusions de patrimoine. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais je m'étais amusé à chercher il y a quelques années dans un groupe un peu important. Il fallait quand même remonter à Félix Potin. Les étudiants, Félix Potin, ils ne savaient même pas ce que c'est. Donc ça fait quand même quelques années, mais on voit bien que dans les groupes internationaux, ça fonctionne relativement mal, excusez-moi l'expression. Alors on a essayé de transposer cette jolie technique en droit européen. C'est une excellente idée, c'est-à-dire vous prenez une société française qui est en procédure collective et qui dit mais mes comptes ou les comptes de la société où il y a des flux financiers avec une société italienne, donc comme la procédure est ouverte en France et par application du règlement européen produit ses effets en Italie, eh bien je prononce la confusion de patrimoine et hop, l'affaire est réglée. Évidemment, la CJUE nous a regardé un peu de travers en nous disant d'abord c'est quoi votre truc, nous on n'a pas ça ailleurs, et non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que votre confusion de patrimoine aboutit à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société. Certes, ce n'est pas vraiment un jugement d'ouverture chez nous, mais pour la société cible, ça produit les mêmes effets qu'un jugement d'ouverture. Donc vous commencez par déterminer si vous êtes compétent pour traiter la société italienne, si vous l'êtes, vous ferez votre confusion de patrimoine, mais seulement si vous l'êtes. Donc je simplifie, ça marche de moins en moins en droit interne, ça marche de moins en moins, ça marche pas du tout, pardon, en droit international. Alors reste les actions en responsabilité. Les actions en responsabilité, je ne vais pas toutes les faire, mais les principales. La première, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Aller chercher le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actifs, ce qui est une façon comme une autre de remettre en cause comment dire, la société indéfiniment, pardon, pas indéfiniment, la société indirectement, c'est-à-dire qu'au-delà du patrimoine de la société, on essaye à travers une action en responsabilité d'aller chercher la responsabilité, donc une partie du patrimoine du dirigeant. Mais là encore, il faut démontrer une faute de gestion. C'est ce que nous dit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs.
Ça n'est pas évident, ça prend du temps, c'est compliqué. Et puis là, pour l'instant, en plus, on ne sait pas si ça va survivre très longtemps, puisque nous avons une QPC qui remet en cause, enfin qui tente de remettre en cause cette action en responsabilité pour insuffisance d'actifs devant le Conseil constitutionnel. Qui vivra verra, hein, en droit des procédures collectives, des QPC, on en a toutes les semaines. Alors il y en a quelques-unes qui aboutissent, celle-là est quand même devant le Conseil constitutionnel. On avait aussi les actions en responsabilité, je ne sais même pas si ce sont des actions en responsabilité, je ne sais pas ce que c'est, issues de la loi Pétro-Plus. Vous vous rappelez de cette belle loi Pétro-Plus votée à l'unanimité par tous les parlementaires de droite et de gauche un mois avant des élections importantes, se disant les uns les autres qu'ils allaient récupérer sans doute des voix et qu'ils allaient tous être réélus. Eh bien, dans cette loi Pétro-Plus, on avait inventé une espèce de machine de guerre extraordinaire. Vous savez, dès qu'il y avait une action en confusion de patrimoine ou une action en responsabilité, on pouvait prendre des mesures conservatoires sur l'entreprise cible. Et puis, les biens en question, eh bien, on pouvait ordonner la vente des biens en question. L'argent était déposé à la caisse des dépôts et consignations. Et pour faire la totale, eh bien, cet argent pouvait être utilisé ensuite pour des problèmes environnementaux ou sociaux dans la société en procédure collective. Alors, je vous rassure, l'ordonnance de 2014 a supprimé la fin, on ne pourra plus utiliser l'argent. Ce n'était pas la peine d'attendre que le Conseil constitutionnel le supprime. L'ordonnance l'a fait. Mais il reste ce genre de choses qui, en réalité, sont plus des moyens de pression que des moyens juridiques, à mon sens. Faire aboutir ce type d'action sera extrêmement compliqué. Et puis, il reste quelque chose, mais je vois l'heure qui tourne, et je vais aller très vite, parce qu'en plus, j'y connais rien. Donc ça me permettra d'aller très vite. C'est la théorie du co-emploi. Vous savez, ça c'est un truc de la Chambre sociale. Alors moi, la Chambre sociale, la Cour de cassation, je suis très respectueux de la Chambre commerciale, la Chambre sociale aussi, mais je comprends rien. Alors bref, c'est la théorie du co-emploi qu'elle a développée. Alors au début, ça marchait très très bien, hein. C'était super. C'est un peu le pendant de la confusion de patrimoine. C'est pas du tout la même technique, mais ça aboutit à des choses un peu... Enfin, ça poursuit la même finalité. Vous avez une filiale qui fait des licenciements. Le but, c'est de faire payer les licenciements par le groupe, par la société mère. Alors, comme on n'y arrive pas avec la confusion de patrimoine, la Chambre sociale a dit super, on va appliquer la théorie du co-emploi qui existait ailleurs. Hein. On va l'appliquer et on va condamner la société mère. Alors, on avait mis la Chambre sociale avait énoncé quelques conditions quand même, une subordination collective, des choix stratégiques, une perte d'autonomie industrielle. Alors évidemment, ce sont quand même des appréciations assez floues au cas par cas. À partir de quand y a-t-il une perte d'autonomie, par exemple industrielle, commerciale, administrative, une dépendance économique? Dans un groupe, il y en a toujours un peu de perte d'autonomie, sinon c'est pas un groupe. Bref, la Chambre sociale est, semble-t-il, assez récemment revenu un petit peu en arrière et il semblerait un peu que, comme pour la confusion de patrimoine, la théorie du co-emploi soit assez difficile en définitive à utiliser. Alors on peut le regretter ou on peut s'en féliciter, et ce sera ma conclusion. On peut le regretter ou s'en féliciter parce que globalement, en réalité, surtout dans les groupes de société, la vraie question qui se pose, c'est assez simple. C'est qui est responsable et qui va payer. Et jusqu'où peut-on aller? Parce que derrière, il y a effectivement des licenciements, mais il y a aussi, par exemple, dans l'affaire Pétro-Plus, il y avait des dommages environnementaux énormes. Donc, jusqu'où la technique juridique qui permet de protéger le patrimoine, d'organiser le patrimoine, peut-elle aller? Et la question, en réalité, ou plutôt la réponse, n'est pas une réponse juridique, c'est une réponse politique. Jusqu'où est-on prêt à aller? Qu'est-on prêt à accepter d'un groupe dans un État ou qu'est-on prêt à ne pas accepter? C'est flagrant dans certains types d'entreprises en difficulté où on se rend compte qu'on a effectivement des dommages environnementaux ou des coûts sociaux énormes parce qu'on est dans un groupe de société. Mais si demain on remet en cause trop facilement ces techniques, ces groupes, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une fuite, entre guillemets, d'avoir un côté non attractif, un côté rejet de la part de certains investisseurs? Et on voit bien, c'est plus du tout un débat juridique, c'est un débat qui devient politique, économique, et qui me dépasse complètement, et qui dépasse complètement le droit des procédures collectives. Simplement, je crois que souvent, comme souvent, il faut arriver à trouver un équilibre, ça c'est certain.
C'est-à-dire que quand il y a un abus, quand ça va trop loin, la technique, il faut véritablement essayer de la remettre en cause. Quand ça n'est qu'une technique reconnue, eh bien, il faut essayer de la maîtriser. C'est ce qu'on va essayer de faire au niveau européen, dans le règlement européen en cours de révision, si tant est qu'un jour on y arrive, parce que ça fait 1 an et demi qu'il l'annonce tous les 6 mois. J'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie. Merci, cher Philippe, merci de ces explications. C'est vrai qu'on est en présence de mécanismes correcteurs. Et vous l'avez très, très bien dit, donc on est bien à la jonction de la matinée et de l'après-midi. Il y a des mécanismes correcteurs qui sont des mécanismes correcteurs qui ont l'avantage d'être mis en œuvre par consensus. Vous avez cité l'arrêt non, pas Métal, voilà, du 21 juin 2007. Vous avez dit qu'il faut apprécier l'ouverture cas par cas. Mais j'ai vu le cas dans lequel, conventionnellement, alors qu'il n'y avait pas de confusion des patrimoines, sur plusieurs collectives ouvertes, donc à l'égard de plusieurs sociétés qui n'étaient pas en confusion de patrimoine, on avait décidé de les traiter collectivement. On n'a pas fait une seule procédure, mais on a harmonisé économiquement les procédures. Et évidemment, on a prononcé autant de jugements qu'il y avait d'entreprises. La Cour de cassation avait vu cela lui arriver, je crois que j'étais rapporteur dans cette affaire. On n'était pas saisi de la légalité de la situation, mais on a néanmoins validé la situation parce que ça allait très bien. Métal Europe, c'est effectivement différent, mais c'est quand même une affaire exemplaire. Non seulement parce qu'elle a été jugée assez rapidement, je me souviens que la Chambre commerciale, on a mis 3 mois et demi pour la juger, de bout en bout, mais on est venu sur la confusion de patrimoine, on nous a dit, on leur a dit non. Mais on leur a même dit, allez voir du côté de la direction de fait. C'est encore un mécanisme correcteur. C'est du droit appliqué pour essayer de corriger des anomalies de la règle juridique. Ça a été jugé qu'il n'y avait pas de direction de fait. Puis c'est arrivé ensuite devant la Chambre sociale sur le co-employeur. Et j'en parle parce que j'ai entendu certaines critiques disant qu'il faudrait harmoniser la jurisprudence entre la Chambre commerciale qui dit confusion de patrimoine non et la Chambre sociale qui dit co-employeur oui. Alors on peut dire au niveau des principes, au niveau de la pratique, c'est quand même lamentable qu'il faille venir 2 fois devant la Cour de cassation, sinon 3, pour avoir enfin sa solution. C'est vraiment une affaire sinistrée, ça c'est vrai. Mais il n'est pas anormal que le co-employeur soit un critère distinct de la confusion de patrimoine. Parce que si c'est la même chose, il y en a un des deux qui est en trop. Il faut supprimer. Et les critères étant différents, il est tout à fait possible intellectuellement, et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire, qu'il n'y ait ni confusion de patrimoine, ni direction de fait, mais co-emploi qui utilise d'autres critères. Enfin bref, les juristes se délectent.